Ce module 3 porte sur l'observation électorale. Comme dans les modules précédents, bien entendu, nous allons d'abord nous appesantir sur les objectifs. En termes d'objectifs de ce cours, nous avons aujourd'hui 4 objectifs. Donc, le premier, c'est bien comprendre la notion d'observation électorale et son importance. Ça veut dire c'est quoi l'observation électorale et pourquoi l'observation électorale. Le deuxième, c'est comprendre les types d'observation électorale. Le troisième objectif, c'est bien connaître les principes directeurs de l'observation électorale et enfin, bien comprendre les principes de dépouillement. Donc, j'ai essayé de travailler un petit peu pour parler un petit peu des questions liées au dépouillement en se concentrant sur les principes. Quand on dit observer, ce n'est pas la bouche, c'est les yeux. Donc, ça veut dire. Et j'ai l'habitude de dire que observer, c'est regarder, voir, noter et rapporter. Maintenant, sur une définition plus large, empruntée de International Democracy Electoral Assistance, IDEA International, donc, qui travaille dans l'assistance électorale. Donc, on peut dire que l'observation électorale est la collecte délibérée de renseignements qui concernant le processus électoral afin de faire un rapport informé sur la conduite de ce processus à partir de renseignements rassemblés par des personnes n'étant pas en soi autorisées à intervenir dans le processus. Donc, ce que vous remarquez ici, et dont l'engagement dans la médiation ne doit pas nuire aux responsabilités premières en matière électorale. Ce qu'il faut retenir ici, la notion de personne n'étant pas en soi autorisée à intervenir dans le processus. Donc, un observateur ne peut pas intervenir dans ce processus. Donc, en termes de principe au niveau de l'observation, pourquoi? Du moins, pourquoi l'observation électorale? Parce que depuis quelques années, l'observation électorale, surtout en Afrique, a pris de l'ampleur. Et pourquoi nous observons? Parce que d'abord, pour légitimer le processus électoral. Ça veut dire que l'observation a une fonction de légitimation du processus électoral. Donc, comment renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral. Et ça, c'est important. L'observation permet de dissuader la fraude, de renforcer le respect des droits de l'homme, de contribuer à la résolution des conflits, même de prévenir du moins les conflits, mais de renforcer la transparence et la crédibilité des élections. Donc, j'insiste sur la notion de transparence et de crédibilité, parce que c'est un petit peu des principes fondamentaux en matière de gestion électorale. Parce que la transparence, la crédibilité renvoie aussi au principe de redevabilité dans une élection. Donc, on peut observer et faire un rapport à son propre organisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Africtivist peut valablement déployer des observateurs sur le terrain et ces observateurs, aussi à la fin de l'élection, puissent écrire un rapport et le soumettre à Africtivist. Observer et rédiger un rapport public, ça veut dire et faire des recommandations. De quel rapport vous pouvez faire des recommandations et partager avec l'organe de gestion des élections ou les autorités compétentes, dans ce sens. Observer pour attester aussi que les élections ont été libres et crédibles. Ça veut dire que si Africtivist peuvent déployer des observateurs et aussi après donner valablement son opinion, est-ce que ces élections ont été libres et crédibles. Enfin, en termes de typologie d'élections, on a 2 types d'observation du moins. Il y a ce qu'on appelle des observateurs à court terme et les observateurs à long terme. Donc, je ne parle pas de catégorie d'observateurs, parce que quand vous parlez de catégorie d'observateurs, on a des observateurs nationaux et des observateurs internationaux. Mais ici, je parle de type d'observation. À la typologie d'observation, vous avez des observateurs de court terme et des observateurs de long terme. Les observateurs de long terme concernent le jour du scrutin et les opérations de dépouillement, voire de publication de résultats. Vous les déployez. Généralement, les observateurs de court terme, vous les déployez peut-être parfois même 3 jours avant les élections ou 1 semaine avant les élections, et puis ils finissent leur travail peut-être 1 semaine après, mais même pas. Donc, c'est des observateurs de très court terme. Par exemple, la CEDEAO déploie des observateurs de très court terme aussi. Et de plus en plus, l'observation de long terme couvre l'ensemble du processus électoral. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la définition du cadre juridique, je peux déployer des observateurs. Rien ne m'empêche de ce.
À la campagne électorale, je peux déployer des observateurs, etc. pour voir est-ce que, au niveau des médias, je peux déployer des observateurs pour voir est-ce que les médias aussi jouent leur rôle dans ce sens-là. Donc, idem jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Donc, généralement aussi, quand on prend l'exemple de l'Union africaine, c'est référent à la Charte africaine pour la démocratie et les élections et la gouvernance, déploie des observateurs. Des observateurs aussi bien de court terme comme des observateurs de long terme. Non. Il faut aussi faire la différence entre observer et superviser. Un observateur n'est pas un superviseur. Quand on se réfère à l'observation ici, c'est, comme je disais précédemment, c'est regarder, voir, noter et rapporter. Donc, en principe, un observateur n'a aucun rôle dans la gestion d'une élection, contrairement à un contrôleur. Par exemple, quand on parle de superviseur, le superviseur peut donner des instructions. Parce qu'aujourd'hui, la Commission électorale nationale autonome au Sénégal déploie dans chaque bureau de vote ou centre de vote des superviseurs. Et dans ce bureau de vote, le commissaire ou bien c'est le mandataire de la commission électorale peut valablement donner des instructions, corriger certains dysfonctionnements si nécessaire. C'est l'exemple aussi même du président du bureau de vote ou autre chose. C'est l'exemple aussi des partis politiques qui peuvent venir regarder et contrôler. Donc, parce que les partis politiques qui sont là-bas ne sont pas à titre d'observateurs. Ils gèrent des intérêts liés à leur parti. Donc le principe de neutralité et d'indépendance n'est pas garanti si un parti politique s'arroge des statuts d'observateur. Parce que dans ce statut d'observateur, comme j'ai dit, autant pour les logés qu'on avait vus dans le cours précédent, autant aussi pour les observateurs, il y a des principes directeurs. Et ces principes directeurs, nous allons les partager. Donc, en termes de principes directeurs, donc je l'ai matérialisé par un œil. Et ce œil que j'ai matérialisé depuis quelques années, parce que pour dire que observer, c'est encore regarder, voir, noter. Et le principe de l'observation électorale, c'est d'abord le principe de neutralité, le principe de responsabilité, d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité, de crédibilité et d'objectivité. Ça, c'est les principes qui régissent l'observation électorale. Ça veut dire qu'un observateur n'a pas à s'ingérer dans le processus. Donc, il y a ce principe de neutralité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un bureau de vote, il peut y avoir des remous dans ce bureau de vote, mais en principe, l'observateur, son rôle, c'est juste noter et rapporter dans ce sens-là. Donc, bien sûr, il y a une évolution un petit peu, parce que quand on regarde de plus en plus, quand la société civile met en place des dispositifs d'observation basés sur la prévention des conflits électoraux, ça veut dire avec des systèmes d'alerte précoce et de réponse rapide, notamment ce qu'on appelle communément des situation rooms. Parlant de dépouillement, le dépouillement, une fois que vous avez bien entendu voté, que l'ensemble des électeurs est voté et le bureau de vote clôturé à l'heure indiquée selon le code électoral, donc on procède au dépouillement. Et le dépouillement doit répondre à un certain nombre de principes. Et vous voyez qu'en matière électorale, quand on parle de chaque acteur, on se réfère aussi à certains principes. Ici, les principes fondamentaux du dépouillement sont, première chose, c'est la transparence. Et la transparence doit être matérialisée par rapport à la forme de l'urne, par exemple. Donc l'urne doit être transparente et visible par tous, par exemple. Le principe de transparence, par exemple, c'est avoir des scrutateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout électeur peut être scrutateur. Donc tout électeur, ça veut dire qu'à la clôture du bureau de vote, le président du bureau de vote peut sélectionner un ou deux scrutateurs qui puissent entrer dans le bureau de vote pour un petit peu être là pour participer au dépouillement. Donc il y a la sécurité. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le seul moment dans la vie d'une nation qui mobilise autant de ressources humaines, de ressources logistiques
et de ressources matérielles et d'équipements, hormis la guerre, ce sont les élections. Donc ça veut dire quoi? Dans ce processus critique de déploiement, la sécurité elle est fondamentale. Parce qu'on a vu que dans certains pays, par exemple, en 2010, en Côte d'Ivoire, on a vu à travers les chaînes de télévision ce qui s'est passé. En plein déploiement, qu'on puisse prendre des urnes et partir. Donc c'est un exemple. Donc d'où la sécurité. Le professionnalisme, ça veut dire que les membres du bureau de vote soient en amont bien formés, qu'ils puissent savoir, et même les partis politiques, les représentants des partis politiques qui assistent au déploiement puissent être aussi bien formés pour que le déploiement se déroule dans les meilleures conditions possibles. Donc comme principe directeur, c'est un petit peu le professionnalisme. L'exactitude, c'est important. Parce que comme c'est les bulletins de vote que nous allons compter, et ces bulletins de vote, imaginez-vous qu'un parti politique, ici, deux partis politiques en compétition, qu'un parti politique ait 50 voix, et qu'on puisse lui dire que vous avez 48 voix, parce qu'en comptant, on s'est trompé de 2 voix. Donc la notion d'exactitude, elle est importante. Il y a le secret du vote, et ça doit être garanti. Ça, c'est un droit fondamental. Le respect des échéanciers, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller, donc ça veut dire que ça se situe dans un timing précis. La responsabilisation, que chacun fasse preuve de responsabilité et d'équité. Voilà un petit peu, en parlant de déploiement des principes directeurs, 8 à 9 principes directeurs. Donc, en résumé, parlant d'observation des élections, c'est pour dire que l'observateur n'a pas pour rôle de s'ingérer dans le processus électoral. Observer, c'est collecter des renseignements, des données, donc de sorte qu'en vue de produire un rapport et des recommandations. Et donc, l'observation permet d'attester sur la légitimité ou de la crédibilité de la transparence des élections. Donc, l'observateur, à la fin, met en place, écrit son rapport et peut aussi donner son opinion. Est-ce que ces élections étaient libres et équitables? Donc, la nation, il est régi par un certain nombre de principes, notamment l'objectivité, la neutralité, l'indépendance et la responsabilité, donc comme principe directeur. Les observateurs, il faut dire qu'il y a 2 catégories d'observateurs, ça fait des observateurs nationaux et les observateurs internationaux. Et il y a 2 typologies d'observation, l'observation à court terme et l'observation à long terme. Donc toute structure aussi, bien entendu, pour pouvoir déployer des observateurs, a besoin d'une accréditation délivrée par notamment la commission électorale, par l'organe de gestion des élections. Vous ne pouvez pas venir dans un pays, faire l'observation, que vous soyez observateur national, observateur international, sans accréditation. Donc, pourquoi l'observation est importante? Parce qu'elle renforce la légitimité des élections, elle renforce la confiance des citoyens, elle renforce la crédibilité des élections. Donc, c'est pour dire qu'encore une fois, que les élections reposent sur la question d'inclusivité, parce qu'on parle encore de démocratie, et l'élection, quand on parle de démocratie, ça fait intervenir plusieurs acteurs de légitimités diverses et d'intérêts divergents. Donc, c'est des acteurs en compétition, et le principe de base, c'est que cette compétition soit la plus inclusive possible et que puisse garantir la participation de tous les citoyens. Nous avons vu 3 modules. Jusque-là, le premier module, c'est sur les principes qui régissent la gestion électorale. Le deuxième module, c'est lié aux parties prenantes et le troisième module, sur l'observation électorale. Dans les normes, le principe de gestion électorale, ce qu'il faut retenir ici. Donc, quel que soit le pays considéré, ces pays appartiennent à des entités à la fois au niveau national, au niveau international, au niveau continental, sous-régional, etc. Donc, au niveau international, vous avez par exemple ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, et le Pacte international des droits politiques et civils, donc de 1966. Et dans ce pacte, qui dit aussi que tout citoyen a le droit de se porter candidat à l'élection dans son pays. Et donc, au niveau international, qui impacte sur le continental. Au niveau continental, par exemple, nous avons ce qu'on appelle ici en Afrique, concernant l'Afrique, l'Union africaine. Et au sein de l'Union africaine,
la charte la plus connue, c'est la charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance en Afrique. Cette charte a été adoptée en 2007 et entrée en vigueur en 2012. Comme nous appartenons aussi à une sous-commune, une sous-région qui s'appelle CEDEAO, et au niveau de la CEDEAO, vous avez ce qu'on appelle le protocole additionnel pour la démocratie, les élections et la gouvernance. Et ainsi, donc, fort de cela, vous avez chaque pays. Dans chaque pays, vous avez par exemple la Constitution. Donc, la Constitution. Donc, et après, il y a les lois. Par exemple, de la Constitution, elle dérive et on extrait un petit peu des lois, les lois électorales. Et dans ces lois, après, vous avez peut-être des arrêtés jusqu'au code, etc. Donc, c'est un petit peu une forme de hiérarchie au niveau des normes. L'autre point, c'est quand on parle d'élection, il faut se référer à ce qu'on appelle un cycle électoral. Et le cycle électoral fait référence à 3 périodes. La période préélectorale, la période électorale et la période post-électorale. Et 8 étapes, notamment l'étape numéro 1, c'est le cadre juridique. L'étape numéro 2, c'est la planification, la mise en œuvre. L'étape numéro 3 concerne l'éducation, la formation des électeurs. L'étape numéro 4 concerne l'instruction des électeurs. L'étape numéro 5 concerne la campagne électorale. Ensuite, vous avez les actions relatives à l'élection au vote, le jour J, et la proclamation, vérification, proclamation des résultats, et enfin les activités post-élection, notamment liées à l'audit, des réformes, etc. Donc, et la construction du mémoire institutionnel. Alors, l'élection fait référence aussi aux parties prenantes. Quand on parle de parties prenantes, vous avez 2 typologies de parties prenantes. Ce qu'on appelle les parties prenantes essentielles ou principales et les parties prenantes secondaires. Savoir que les parties prenantes principales, ce sont les parties prenantes qui influent directement dans le processus ou qui ont eu un intérêt direct dans le processus, notamment les partis politiques, les électeurs, les candidats, l'organisation des élections, les médias, etc. Les parties prenantes secondaires, on peut parler par exemple des fournisseurs. Maintenant, revenons sur ces parties prenantes, on a au moins parlé de 2 types de parties prenantes essentielles, notamment les observateurs, en se référant et l'OGE. Pour ce qui est de l'OGE, c'est l'organisation des élections. Il y a 3 typologies, 3 modèles d'OGE à travers le monde. Il y a ce qu'on appelle l'OGE indépendant, qui gère le processus électoral. Il y a l'OGE gouvernemental, donc le processus électoral est entièrement géré par un gouvernement. Et l'OGE mixte, donc c'est un alliage entre l'OGE gouvernemental et l'OGE indépendant. Parlant d'observation, comme partie prenante, l'observateur ne peut pas s'ingérer dans le processus. L'observateur renseigne, collecte des données de manière délibérée afin de produire un rapport sur la base des recommandations. Le rôle de l'observateur, c'est de renforcer l'observation, c'est de renforcer la confiance des citoyens dans le processus, c'est d'assurer la transparence du processus et de contribuer à des élections libres et équitables. Donc, l'observateur contribue à la légitimité des élections. Parce que quand l'élection, donc la qualité d'une élection, se mesure à l'aune de la perception qu'a le public. Et cette perception, c'est à 2 niveaux. C'est l'efficacité, ça veut dire que l'efficacité renvoie à comment la structure gère les élections, et l'autre aspect, c'est au niveau crédibilité. Est-ce que les citoyens ont confiance à cette structure? Donc c'est une question de perception. Donc, après, sur cette base-là, au niveau des observateurs, nous avons 2 catégories d'observateurs. Les observateurs nationaux et les observateurs internationaux. Et 2 typologies d'observation, l'observation à court terme, l'observation à long terme. Comme l'OGE aussi, l'observateur est régi par des principes directeurs. Ces principes directeurs qui ont pour nom indépendance, neutralité, objectivité, crédibilité, professionnalisme aussi dans ce sens. Donc, idem, l'observateur peut observer tout le processus. Un observateur qui observe tout le processus, c'est l'observation à long terme. Un observateur qui observe juste par rapport au jour du scrutin, c'est des observateurs de court terme dans ce sens-là. Et que ce soit de la société civile, que ce soit au niveau international, national, pour observer, il faut bénéficier de l'accréditation du pays hôte, et c'est important. Maintenant, au niveau aussi, de manière générale, ce qu'il faut peut-être retenir, les élections répondent à des obligations. Ça veut dire que ces obligations, par exemple, ça renvoie à la notion de liberté fondamentale. Par exemple, quand on dit des élections honnêtes reflétant la libre expression de la volonté du peuple, c'est ce dont fait référence à la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance.
Et quand on parle de cela, ça veut dire qu'il y a d'abord cette liberté individuelle, ça veut dire droit et possibilité de voter, liberté d'association, liberté d'opinion et d'expression, absence de discrimination, égalité dans l'eau. Ça, ce lot-là, c'est un suffrage universel, quand vous parlez de suffrage universel. Quand vous parlez de suffrage égal, ça veut dire le droit et la possibilité d'être élu. La liberté de réunion, la transparence et l'accès à l'information, l'égalité entre les hommes et les femmes, le droit à un recours efficace. Et lorsque vous vous référez au scrutin secret, ça fait référence au droit et la possibilité de participer aux affaires publiques. La liberté de circulation, le droit à la sécurité de la personne, le droit à une audience équitable. Donc, il faut notamment, fondamentalement, avoir des élections périodiques. Donc, ici, la prévention de la corruption. C'est pour ça aussi que l'observation est importante. Parce que, après tout, ce que nous cherchons à travers des élections honnêtes, reflétant la libre expression des citoyens, ce que nous cherchons, c'est que l'État doit prendre des mesures requises pour l'application des droits. En d'autres termes, la primauté du droit, l'état de droit. Sans état de droit, la société, c'est une société d'anarchie. Donc, j'invite encore une fois de plus l'ensemble des participants et des internautes donc, à s'intéresser à la chose électorale. Parce que l'élection fait partie du jeu démocratique et les élections sont un moyen de légitimation du pouvoir politique. Et sans légitimation du pouvoir politique, on ne peut pas parler de redevabilité. Parce que l'action publique est régie par deux points fondamentaux, la légitimité et la redevabilité. Donc, sur ce, je vous invite à d'abord vous approprier ces modules et se voir très prochainement sur d'autres modules. Je vous remercie.